Sergei Girneuf, bonjour. Bonjour Blaise et bonjour à tous nos Merci. auditeurs. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors les dirigeants du G7 sont réunis à Évian en France et après avoir pendant très longtemps parlé de la guerre en Iran, c'est la guerre en Ukraine qui revient au premier plan de l'agenda occidental. Et dans une déclaration commune publiée par l'Élysée, les dirigeants ont promis d'augmenter les livraisons de systèmes de défense antiaérienne et de capacités de longue de portée à l'Ukraine. Et ils ont également annoncé imposer de nouvelles sanctions visant le pétrole et le gaz russe. Sergei Girnov, est-ce que ce retour au premier plan de la guerre en Ukraine peut faire peur à Vladimir Poutine? Faire peur, c'est peut-être un grand mot, hein, mais ça l'embête certainement, parce qu'il en profitait quand même de la situation quand Donald Trump a commencé la guerre en Iran, quand il a créé une situation très tendue sur le marché mondial du pétrole. Dans l'économie mondiale en général, puisqu'il y a autre produit que le pétrole qui transitait par le détroit d'Ormuz et par le golfe de Persique. Il y a aussi le gaz liquéfié, il y a aussi les engrais, il y a aussi un certain nombre de minerais qui sont demandés par l'économie mondiale. Et donc, Poutine a en profité déjà aussi des prix qui ont augmenté en fait suite à cette crise. Mais bien évidemment, si on revient à quelque chose de plus normal, donc les sanctions que Trump a suspendues d'abord pour un mois et après qui a prolongé d'un mois, donc peuvent revenir et donc du coup, la flotte fantôme peut être poursuivie aussi par les États-Unis. Les livraisons dans les pays tiers peuvent être poursuivies par les États-Unis, etc., etc. Donc bien évidemment, c'est important. Et d'ailleurs, c'est le rôle que président Macron a joué beaucoup dans ce sommet parce que c'est lui-même qui était à l'occasion et à l'origine de l'invitation du président Zelensky au deuxième jour du sommet, enfin au premier vraiment jour du sommet, parce que lundi c'était l'ouverture, il y avait juste les pourparlers entre Macron et Donald Trump, mais en fait la session plénière elle a commencé mardi 16 et elle a commencé avec l'ouverture avec l'Ukraine. Zelensky qui était invité à la table des négociations. En fait, il y avait les sept à la table plus Zelensky. Zelensky qui était à gauche de Macron et Trump qui était à sa droite. Et donc, bien évidemment, le président Macron a imposé en quelque sorte cet agenda, ce qui n'était pas forcément du goût de Donald Trump qui continue à détester l'Ukraine parce que dans sa tête, c'est presque un cas psychiatrique puisque il lie l'Ukraine avec Joe Biden et Joe Biden c'est son ennemi mortel et absolument psychiatrique et donc du coup l'Ukraine en subit les conséquences. Ça se voyait d'ailleurs, ça se lisait sur le visage de Trump qui n'était pas radieux, mais il a fini par l'accepter. Il a aussi rencontré un tout petit peu, pas énormément, mais quand même, il a rencontré en tête à tête Zelensky, même si ça se passait pas dans un espace dédié à ça se passait autour de cette table, mais en fait, ils ont pris deux chaises et ils sont entretenus pendant quelques minutes en tête à tête, et donc tout ça, c'est quand même très important. Vladimir Zelensky était présent au G7. On l'a senti, enfin, dites-moi si je me trompe, mais on l'a senti plutôt rassuré vis-à-vis des déclarations, notamment d'Emmanuel Macron. C'est rassurant dans le sens où l'Europe prend le lead en quelque sorte dans ce processus parce que et il faut aussi mentionner que avec la guerre en Iran, après la guerre au Venezuela, les États-Unis ont délaissé quasiment le processus de paix potentiel entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs, ce n'était pas pour déplaire à l'Ukraine, hein, parce que vous savez, en gros, Trump jouait plutôt pour Poutine, et donc quand s'il s'est désintéressé de l'Ukraine et de la question de la guerre russe, à ce moment-là, les Ukrainiens ont pu en profiter pour faire autre chose. Et d'ailleurs, actuellement, ils sont en train de regagner du terrain et de prendre l'initiative dans cette guerre. Donc le moment est aussi propice parce que selon l'expression de Trump, Zelensky a plus de cartes maintenant. Et donc, du coup, dans ces négociations, il paraît plus, il a pris de l'assurance, il a pris un peu le pas sur Donald Trump
en quelque sorte, même si Donald Trump reste quand même à la tête de la première puissance mondiale, économique et militaire. Et l'Europe aussi en a profité en fait de cette absence de Trump pour s'imposer en quelque sorte dans le processus de la recherche de la paix en Ukraine. L'Europe a exprimé la volonté de nommer quelqu'un qui allait négocier avec Poutine. Donc ça a créé quand même une polémique parce que Poutine nous a proposé de prendre Schröder, l'ancien chancelier allemand, qui a reçu beaucoup d'argent de Kremlin, qui a participé dans les conseils d'administration de Rosneft et de Gazprom. Et donc en fait c'est un vendu en quelque sorte en fait, même si on lui garde un tout petit peu d'égard, mais c'est quelqu'un qu'on ne considère absolument pas neutre, mais quand même ça a lancé le processus. Donc il y avait Kallas qui a pris beaucoup d'initiatives. Et donc tout ça, vous savez, la nature ne supporte pas l'absence et le vide. Et donc le vide, quand les États-Unis se sont désintéressés et quand Trump, en quelque sorte, est parti en fait vers d'autres cieux, et ben ce vide a été rempli par l'Europe, et tant mieux. Alors, on apprend d'ailleurs cet après-midi que le roi Philippe de Belgique va recevoir le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ce sera ce jeudi midi. Et puis ensuite, il ira au Conseil européen à Bruxelles pour informer les dirigeants européens de l'évolution de la situation dans son pays. Donc, on sent vraiment un bloc commun européen derrière l'Ukraine. Autre sujet, et vous en avez parlé, c'est évidemment le terrain. Les États-Unis et les Européens du G7 vont produire sous licence en Ukraine des missiles de longue portée et des systèmes de défense antiaérienne dans un moment où l'Ukraine reprend du terrain. Est-ce que justement ça peut être crucial dans cette guerre menée par la Russie contre l'Ukraine? Ça peut être très important. C'est ça que, en fait, les Américains et surtout Donald Trump refusaient de reconnaître que la présence des armes occidentales côté ukrainien renforçait en fait la possibilité de faire la pression sur Poutine. Trump lui-même, d'ailleurs, il s'est contredit parce qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il disait que si Poutine refuse de se mettre à la table de négociation, il y a un plan B pour Trump, c'est donner à l'Ukraine autant d'armes qu'elle n'a jamais vues et que personne n'a jamais donné à l'Ukraine. Mais Trump, après, n'a jamais tenu cette parole. Et donc, l'Ukraine s'est débrouillée. L'Ukraine déjà produit elle-même ses propres armes. Elle produit, imaginez-vous, 10 millions de drones par an maintenant. L'année dernière, c'était 4. Et l'année prochaine, ça va être peut-être 20 millions de drones par an. Ça veut dire qu'actuellement, c'est 27 000 drones par jour que l'Ukraine produit. Il n'y a aucun pays au monde qui produit autant. Même pas la Russie, parce que l'Ukraine actuellement produit plus de drones que les Russes. Et donc bien évidemment ça change en fait le rapport de force et ça se sent parce que bon après vous savez sur les termes on peut en discuter parce que en réalité vous savez les missiles on ne dit pas de longue distance parce que en fait les longues distances c'est les missiles intercontinentaux et donc en fait c'est une classe qui est complètement différente. Mais disons que les missiles qui vont à plus de 1000 kilomètres parce que il y a certains missiles ukrainiens qui commencent à produire en coopération avec les Européens et les Britanniques, qui peuvent aller jusqu'à 1000, 2000, 3000 kilomètres, c'est-à-dire de toucher n'importe quel point dans le territoire européen de Russie. Et donc, bien évidemment, ça a changé beaucoup de choses parce que les Ukrainiens ont trouvé le point faible dans l'économie russe, c'est-à-dire la production de pétrole et surtout la transformation de pétrole. Ils ont créé actuellement une crise énorme d'essence en Russie et de dérivés de pétrole pour l'aviation. Et puis, ils ont, en frappant la logistique russe à distance à 200, 300 kilomètres de front, ils ont par exemple mis sous le contrôle ce passage autour de la mer d'Azov qui permettait d'assurer la logistique de la Crimée. Et donc, en fait, ils ont organisé quasiment le blocus économique de la Crimée. Ce qui aura peut-être les conséquences que les Russes seront obligés de quitter le territoire de Crimée sans la guerre et sans les batailles. Et donc, bien évidemment, tout ça, ça change énormément de données en faveur de l'Ukraine et en défaveur de Poutine. Sergei Jarnov, je rappelle que vous êtes ancien espion du KGB et que vous venez de sortir un nouveau livre, Les auxiliaires du mensonge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt. Merci.